Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus spécial Côte d'Ivoire à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Rendez-vous électoral et démocratique important pour la Côte d'Ivoire, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest. 5 ans après la crise de 2010-2011 qu'a connue ce pays, aujourd'hui de nouveau les Ivoiriens vont retourner devant les urnes pour choisir leur président. Il y a 10 candidats en lice, nous allons tous les recevoir sur Vox Africa durant cette quinzaine de la Côte d'Ivoire. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'inaugurer cette série avec le professeur Mamadou Koulibaly. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous, au siège de votre parti. Nous allons discuter pendant une vingtaine de minutes à la fois de votre personnalité, de votre candidature ou non d'ailleurs, vous nous expliquerez ça, puisque c'est l'actualité. Et puis on parlera aussi de votre programme, parce que même si vous n'êtes peut-être pas candidat à la présidentielle, vous aurez en tout cas des candidats pour les élections législatives qui suivront. Donc vous avez un programme à défendre. Avant tout, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, les Ivoiriens vous connaissent bien sûr, mais les Africains, les Européens, tous ceux qui vous regardent à travers Vox Africa, chaîne internationale, ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes âgé de 58 ans, vous êtes un économiste, enseignant et chercheur, professeur d'histoire de la pensée économique et de macroéconomie aussi. Vous êtes ex-patron du CODESRA, donc à Dakar, que l'on connaît bien, ce centre de recherche sur les politiques économiques africaines, un centre très connu. Et puis vous avez été plusieurs fois ministre, notamment du budget, de l'économie et des finances durant les périodes de transition en Côte d'Ivoire. Vous êtes ex-président surtout de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire durant 10 ans, de 2001 à 2011, disons. Et vous avez été aussi compagnon du FPI, de Monsieur Laurent Gbagbo, et vous avez été président du FPI justement après la crise de 2011, président intérim. Voilà. Et depuis juillet 2011, si on peut dire, vous volez de vos propres ailes, puisque vous avez fondé et vous présidez aujourd'hui le parti qui s'appelle Leader pour Liberté et Démocratie pour la République, un parti qui a mis vraiment au cœur de son programme la lutte contre le tribalisme, la réconciliation des Ivoiriens, et puis aussi vous prenez le secteur privé, la promotion du secteur privé et le libéralisme. Vous expliquerez tout cela dans quelques instants. Et alors vous avez écrit un livre que j'ai eu l'occasion justement de lire, le libéralisme, nouveau départ pour l'Afrique, très intéressant, on en reparlera. Alors l'actualité, je disais, vous avez posé votre candidature, c'était au mois d'août, le 24 août exactement. Et puis un mois et demi après, c'est-à-dire vendredi dernier, le 9 octobre, vous décidez de jeter l'éponge. Vous décidez de jeter l'éponge avec ces mots en disant que vous considérez que les conditions sont frauduleuses et non inclusives et opaques, les conditions de préparation de cette élection. Alors, est-ce que d'abord, c'est un retrait ou c'est une suspension de votre candidature? Pour le moment, je considère que je n'irai pas à ces élections. Ma candidature est déposée. Ma lettre de non-participation n'a pas encore été adressée au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale parce que je continue de croire que d'ici la date des élections, d'ici quelques jours, on n'attendra même pas. 15 jours, disons-le. Oui, le plus tôt, le candidat Ouattara prendra conscience qu'il ne peut pas truquer des élections, exclure des électeurs, piper les dés et puis gagner une élection et penser qu'il va gouverner un pays ordinaire, un pays normal. Mais professeur Koulibaly, vous n'êtes pas un novice en politique, on a cité votre pédigré vraiment très fameux. Quand vous posez votre candidature au mois d'août, un mois et demi plus tard, qu'est-ce qui a changé fondamentalement durant cette période qui fait qu'aujourd'hui vous ne voulez pas concourir pour cette élection? D'aucuns disent que vous avez peut-être peur de la défaite. Vous vous rendez compte que votre défaite sera cuisante et vaut mieux alors abandonner le combat plutôt que de subir une défaite humiliante? Ceux qui disent ça ne me connaissent pas. Et je ne serai pas ma première défaite. Avant de me lancer dans la politique, j'ai quand même eu conscience qu'on y gagne ou on perd quand on va au vote. Ce n'est pas ça mon problème. Mon engagement, c'est pour le renforcement de la démocratie, le renforcement des droits de l'homme, le renforcement des libertés en Côte d'Ivoire et par ricochet sur le continent. Je suis d'une génération qui a grandi avec les indépendances et le parti unique. Nous avons vu les failles de ce système et mon engagement, ça a été de dire je ne me bats pour personne, je me bats pour la démocratie, je me bats pour la liberté. Depuis 4 ans,
Nous avons des textes dans ce pays qui sont confligènes. Nous avons une constitution et un code électoral adopté en 2000. Les élections de 2000 se sont terminées par 500 morts. Les élections de 2010 par 3000 morts au bas mot. Oui. Et puis, est-ce que nous continuons d'aller à ces nouvelles élections avec les mêmes textes? Mon jugement, ça a été de dire non. Il faut tirer les leçons. Ce code électoral n'est pas bon. Et M. Coulibaly, est-ce qu'il faut le changer en déant les 2 semaines? Non. Depuis 2011, je l'ai signalé. Je l'ai signalé et tous les observateurs étaient d'accord que le code n'est pas bon. Un, parce qu'il donne tout le pouvoir réglementaire de la commission électorale au président de la République. Et si le président est candidat, il devient un candidat particulier, il a les cartes en main. Ce n'est pas bon, il faut changer. Depuis 4 ans, on a eu des séances de travail, gouvernement-opposition. La promesse a été faite, oui, on va changer ça, oui, on va... Rien n'a été fait. Mais j'ai continué à croire quand même que c'est parce que je n'étais pas candidat qu'on se disait oui, c'est un parti d'opposition, c'est un parti qui vient de naître. J'ai déposé ma candidature pour confirmer que ce combat, je vais le mener. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, c'était une stratégie bien pensée. Vous étiez contre, si vous voulez, la préparation de ces élections, en l'état actuel des choses, dans l'état actuel des textes, et vous avez présenté votre candidature tout en sachant que ça ne vous convenait pas. Même mon plaidoyer allait aboutir parce qu'il n'y a pas que le code, il y a la commission électorale, il y a le président même de cette commission électorale. En déposant ma candidature, je voulais montrer toutes les contradictions de ce système. Figurez-vous qu'aujourd'hui, sur les 10 candidats, il y en a 8 qui ont des représentants à la commission électorale et qui n'ont pas de représentants à la commission électorale, pardon, et 2 qui en ont. Or, au commencement, il a été dit que cette commission électorale devait être équilibrée, inclusive, rien. Figurez-vous que le président de la commission électorale devait avoir juste un mandat de 6 ans, non renouvelable. On l'a renouvelé, je me suis dit, mais non, c'est pas possible que des gens qui ont 70 ans, 71 ans, 72 ans puissent violer les textes comme ça. Je vais continuer jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Est-ce l'opposant qui parle ? C'est pour ça qu'on ne considère pas. Mais si le candidat parle, peut-être qu'on va considérer. J'ai déposé ma candidature et je me suis rendu compte que non, au contraire, ça ne les a pas arrêtés. Ils ont continué à y aller. Mais jusqu'à présent, disons-le clairement, ces élections, la Côte d'Ivoire va les organiser 5 ans après la crise. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne le fait pas toute seule, si vous voulez. Il y a aussi les observateurs internationaux qui accompagnent le processus de démocratisation en Côte d'Ivoire. On peut citer l'ONU, ONUCI, l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, mais tous n'ont rien eu à redire sur ce code électoral. Vous seriez le seul, vous aurez raison contre tout le monde, M. Coulibaly. Non, après la crise de 2010, tous les observateurs, et je dis bien tous, les Nations Unies, l'Union européenne, tous ont observé que la crise post-électorale vient d'une défaillance de la commission électorale, d'une défaillance du code électoral et d'une défaillance du processus de décompte des voix, de transmission des résultats, de publication des résultats. Le constat a été fait. Dans les rapports, vous regardez tous. Mon problème, c'était, bon, très bien. Puisque le constat est fait, nous avons 4 ans désormais pour corriger cela. Et c'est là que j'ai vu une sorte de négligence. Tout le monde me dit, oui, vous avez raison, on va le changer. Oui, vous avez raison. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ça fait qu'aujourd'hui, on s'en va à des élections avec une liste électorale qui, sur 5 ans, s'attendait à enregistrer 3 300 000 nouveaux électeurs. Mais la commission n'a rien fait sur 5 ans. Malgré mes plaidoyers, malgré mes écrits, mes conférences. Oui, on va voir, oui, on va voir. Sur 5 ans, on n'a rien fait et on a attendu le mois de juin pour donner 1 mois et demi aux populations pour aller se faire enrôler sur un contrat de 25 milliards de francs CFA payés à Safran Morpho pour enrôler les gens. Ils s'en sont sortis avec 340 000 nouveaux électeurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer que cette élection est inclusive? Mais ne vaut-il pas mieux, comme disent certains aussi, pour que la démocratie soit vivante en Côte d'Ivoire, qu'il y ait au moins, je veux dire, que les gens aient le droit d'exprimer leur choix, qu'il y ait peut-être des élections imparfaites, mais élections quand même, plutôt que de nouveau verser dans ce genre de transition. La Côte d'Ivoire l'a connue, vous êtes un acteur de cette transition, vous savez ce qu'elle a fait de mal à la Côte d'Ivoire. C'est ce raisonnement qui a fait que depuis 2000, nous sommes partis de crise en crise. Chaque fois on se dit, oui mais
allons-y avec, on va aller, c'est pas grave. Le droit n'est pas respecté, bof, on est en Afrique, tournons à la marche du droit, et puis le moment viendra où on va Mais tout est rentrer dans le perfectible, droit. professeur Coulibaly. Tout est perfectible, mais l'état de droit demande que, comme on dit, dura lex est lex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Elle est dure, il faut l'appliquer. Mais en Côte d'Ivoire, on s'est dit oui, elle est dure, mais essayons de tourner à côté. Ce que je trouve injuste, c'est que pendant les 10 ans où j'étais président de l'Assemblée nationale, chaque fois que Alassane Ouattara a voulu quelque chose, tout le monde nous a dit « Ah oui, vous ne passerez pas sans ça, il faut modifier ça, il faut corriger ça ». Maintenant qu'Alassane Ouattara est président, tout le monde dit « Ah, ça c'est pas bon, oui, mais alors laissons faire, ça c'est pas bien, oui, mais alors adaptons-nous, ça c'est pas bon, oui, mais faites avec ». C'est ça que je trouve injuste et on ne peut pas construire une démocratie lorsqu'il y a ce petit jeu de connivence entre acteurs politiques, observateurs. Vous êtes, je l'ai dit, un homme expérimenté, un homme à la fois du terrain, un homme qui a mouillé sa chemise dans la politique de ce pays. Donc là, on est dans une situation critique. On est à 2 semaines des élections. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution de professeur Coulibaly? Il faut quoi? Tout suspendre? Ne pas organiser l'élection le 25 octobre? J'appelle moi toutes les populations ivoiriennes à boycotter ces élections, à ne pas y participer, sinon elles se rendraient complices de cette fraude, de cette tricherie et donneraient comme modèle aux générations à venir que oui, on peut se donner des lois et ne pas les respecter, ce n'est pas grave. Si nous donnons cette leçon, le refus d'aller voter, le refus de participer à ces élections, ça c'est le premier choix. Si, malgré ces appels lancés au boycott, le gouvernement n'entend pas raison, le jour du vote, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mon engagement, ça a été de dire respect de la loi, élection sans mort d'homme. Et c'est pour cela que, tout en ayant retiré ma candidature, je continue de plaider pour que les gens ne sortent pas, pour que les gens n'aillent pas voter. Qu'Alassane Ouattara prenne un décret et se désigne roi de Côte d'Ivoire ou président à vie ou chef de l'État. Et puis bon, on gagne en argent, on gagne en temps, on gagne en efficacité, mais en renforcement de démocratie, on ferait ces élections dans ces conditions, c'est nul. Qu'est-ce qui pourrait faire que, d'ici 2 semaines, je le rappelle, hein, d'ici 15 jours, c'est court, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Il ne faut pas se donner de bornes. Nos textes disent que si, au moment des élections, à la date des élections, je pense que c'est l'article 38 de la Constitution, nous constatons que les conditions ne sont pas remplies pour faire ces élections, les institutions restent en place. Les candidats, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le président de la République, tout le monde fait le constat, tout le monde reste en place et on prend le temps d'organiser les élections. Ce n'est pas nouveau, ça s'est fait en 2005 ici. Nous n'étions pas prêts. On n'a pas pour autant fait des élections escamotées. On a pris le temps, 5 ans supplémentaires. Mais dans notre cas, il nous faudrait peut-être 4 ou 5 mois. Rouvrir la liste électorale, c'est le gouvernement et la commission électorale qui n'ont pas fait leur boulot, qui ont négligé la mise à jour de cette liste électorale. Ce n'est pas les populations. Ouvrir la liste électorale, 2 mois, qu'on monte au lieu de 3 millions, qu'on ait au moins 1,5 million ou 2 millions. Mais c'est mieux que 300 000. Qu'on corrige la commission électorale, que tous ces membres qui y sont, qu'on les sorte et qu'on donne cette commission électorale à la société civile. On ne peut pas être juge et arbitre en même temps. Beaucoup de conditions, beaucoup d'argumentation, mais en quelque sorte, vous prêchez un peu seul dans le désert. Non. Sur les 10 candidats, il n'y en a que 2 qui aujourd'hui disent qu'ils vont se retirer. Pour des raisons plus ou moins similaires, vous êtes celui qui tonne le plus, qui donne le plus de la voix, mais je veux dire, mais les 8 autres candidats, ils veulent aller aux élections, ils veulent aller devant les électeurs. Oui, vous savez, la solution de facilité, beaucoup de gens aiment. Et on trouve que Coulibaly... Mais en démocratie, c'est la voix de la majorité aussi. Non, la démocratie, c'est d'abord le respect des lois et le droit des minorités. Ce n'est pas parce que je suis seul que j'ai tort. Ils sont 8, mais ils savent qu'ils ont tort. Regardez une chose simple, le bulletin unique qui a été confectionné. Notre loi dit qu'aucun candidat n'a le droit d'utiliser les 3 couleurs du drapeau national dans son logo, orange, blanc et vert. Mais Alassane Ouattara utilise les 3 couleurs et puis j'écris à la commission électorale, ah oui, il a utilisé, bon mais il est tard, laissons faire. Le Conseil constitue, ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est cette négligence qui tue la démocratie en Afrique. Et en Europe, aux États-Unis,
Une virgule, ça se respecte. C'est cette négligence que je n'aime pas. Mais ce n'est pas parce que je suis seul en ville. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais la campagne est terne. Ouattara est le seul. C'est le début, c'est normal. C'est ce qu'on dit. Et puis, d'autres candidats sont à l'intérieur du pays. Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Ouattara est en campagne depuis 3 ans. Oui. Il n'arrive même pas à mobiliser ses propres militants pour aller prendre ses t-shirts gratuitement. Et le ras-le-bol se sent. Mais pourquoi on ne s'arrête pas pour faire le point et continuer? Pourquoi forcer le passage? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi forcer le passage? Il a vu en 2000, il y a eu des morts. Il a vu en 2010, il y a eu des morts. On est en 2015, il est un des acteurs. On s'arrête. Ça lui coûte quoi? 2 mois pour refaire la liste électorale, 1 seconde pour corriger le code électoral, 1 semaine pour balayer la commission électorale et en refaire une. En 3 mois, on a fini. Il est toujours président, les candidats restent en place et on refait ces élections dans les règles de l'art. Mais ma génération ne peut pas accepter cette démocratie à l'africaine. Non. Non, 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 non. Vous vous rendez compte que le mur de Berlin a chuté en 89? Regardez ce que l'Europe de l'Est est devenue. Là-bas, ils sont entrés dans la démocratie, ils ont corrigé, ils ont pris à bras-le-corps les réformes judiciaires et puis ils ont pris leur envol. Nous, on est encore dans la transition démocratique, on est encore dans le système de parti unique, c'est ce que je ne peux pas accepter. Et je ne suis pas seul. En ville, nous sommes très très nombreux. Je suis le porte-voix. Vous avez vu tout à l'heure en arrivant au siège, tous ces syndicalistes et ces militants qui étaient dans la salle, nous sommes en train d'organiser la riposte. On ne laissera pas faire. De quelle manière vous allez montrer justement? Démonstration de force Ça va se décider. Oui. Ça va se décider, une campagne systématique appelant au boycott et puis on verra jusqu'où aller. Jusqu'où aller. On ne peut pas accepter cela. Et vous ne désespérez pas de convaincre, je veux dire, les autres membres de cette coalition de l'opposition, en quelque sorte, ceux qui se sont réunis le 28 septembre et aussi le 7 octobre. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui étaient avec vous, là, vous parliez ensemble, vous étiez un peu tous contre Ouattara, et aujourd'hui, c'est déjà la division entre vous. On n'était pas tous contre Ouattara, on était tous pour les conditions des élections. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que la coalition a été créée. Créons les conditions des élections. On n'a pas obtenu. Tout ce qu'on demandait, c'était les 10 candidats, ou avant l'opposition et le gouvernement, Ouattara, qu'on s'asseye. Et puis qu'on check sur différents points. Est-ce que les médias d'État sont libres pour tout le monde? On check. Oui, non. Est-ce que le financement est libre? Non. Est-ce que la sécurité est garantie? On check. Est-ce que la commission, la liste, on check. On fait cela et puis on va aux élections. Mais non. Ouattara seul décide. Et puis nous suivons. Quand il n'est pas là, ça s'arrête. Quand il n'a pas signé un décret, la commission électorale ne travaille pas. Et la commission électorale elle-même, la loi dit qu'on est à moins de 2 semaines des élections. Les cartes d'électeurs ne sont même pas encore complètement distribuées aux gens. Même pas. Le mode de gestion des bureaux de vote n'est même pas encore complètement connu. Le mode, la procédure, vous entrez dans le bureau, les gens ont voté, ils s'en vont, vous comptez, vous proclamez, vous faites comment? Et alors c'est ça qui est le cœur des conflits ici. Compter, transmettre, recompter, retransmettre et publier les résultats. On ne sait pas le faire. Prenons le temps de le faire plutôt que d'aller nous bagarrer après. Je déteste les crises post-électorales. Pour vous, tout est mis en place pour favoriser le candidat Alassane Ouattara? Non, pour moi, Ouattara a tout mis en place pour truquer ces élections. C'est une accusation grave. Oui, mais bien sûr, je ne fais que ça depuis longtemps. Les preuves sont là. Je viens de vous les donner. Le code électoral, la commission électorale, le président de la commission électorale, la liste électorale, l'accès aux médias d'État. Vous figurez-vous que ça veut dire, on appellerait ça chronique d'une crise annoncée. De nouveau, vous vous rappelez la crise de 2010-2011. Oui. Vous pensez que les mêmes ingrédients peuvent produire les mêmes effets? Non, parce qu'en 2010-2011, il y avait des gens en armes qui tenaient une partie du pays et puis 2 armées en face. Ouattara avait créé une armée et contre l'armée nationale. Maintenant, moi je n'ai pas d'armée. Mes compagnons n'ont pas d'armée. Tout ce qu'on a, ce sont les principes démocratiques. Le plaidoyer pour l'état de droit. Ça, on a ce droit-là avec nous. On n'envisage pas faire un coup d'État ni une rébellion, mais on utilisera
toutes les cordes nécessaires pour que ces élections, si elles se déroulent, que ce soit avec un taux de participation ridicule pour montrer à Ouattara la vanité de ce désir de régner, ou bien alors qu'elles ne se déroulent pas du tout et qu'on prenne le temps pour bien les organiser. C'est un plaidoyer. Si jamais vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous présenterez, le leader présentera des candidats aux législatives qui suivront la présidentielle? Oui. Des candidats aux législatives, aux municipales et aux régionales. Mais toujours dans le cadre d'une législation, d'un respect des textes. Forcer le passage en dehors des lois, nous refuserons. Pas de violence, pas de mort d'homme, mais chaque fois que quelqu'un se tape sur la poitrine, aucun ambassadeur ne me sanctionnera, aucun pays des Nations Unies ne s'opposera à moi, l'Union européenne continuera à me soutenir, tout le monde a peur de moi, tout le monde me soutient, je fais ce que je veux. Ici, je résisterai, je m'opposerai à ce type de diktat. Alors, parlons un peu justement du programme de leader. Hein. Quelques points, un programme, comme je l'ai dit, ouvertement libéral, qui revendique le libéralisme. Alors, dans quelques points, par exemple, importants que vous mettez en avant, notamment cette question de la propriété privée des terres. On sait que la question foncière, c'est une question cruciale en Afrique. Vous voulez qu'on donne des titres de propriété aux agriculteurs pour qu'ils deviennent possesseurs de cette terre, qu'ils puissent la faire valoir. Mais qu'est-ce que vous faites des populations qui ont été déplacées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux dont les terres ne sont plus occupées par les natifs du coin? On va faire comment? Il faut les faire revenir sur leurs terres. Oui. Il faut les faire revenir. Vous pensez aux réfugiés, aux exilés, oui. Oui, il faut les faire revenir. Et nous avons encore des milliers d'exilés et réfugiés au Libéria. Figurez-vous que Ouattara leur refuse le droit de vote. Dans notre cas, les Ivoiriens du Bénin, du Togo, du Ghana, du Mali, du Burkina, de Guinée votent. Mais ceux du Libéria, non, ils ne votent pas. Pourquoi? C'est comme ça. Il faut les faire revenir, mais pour les faire revenir, il faut déjà se donner des instruments de sécurité qui rassurent. Que la police ne soit pas à double vitesse, que la gendarmerie ne soit pas à double vitesse et que l'armée ne soit pas à double vitesse. Les terres appartiennent aux propriétaires coutumiers. Mon projet à moi, c'est de faire un cadastrage systématique de ces terres, de donner les titres fonciers à ces populations, de reconnaître cette propriété coutumière. Celles qui ont été déplacées reviennent sur leurs terres, les usurpateurs sont dégagés. Et je ferai peut-être pareil pour les forêts classées et les parcs nationaux. C'est le patrimoine commun pour l'avenir, vous n'avez pas à y être, vous sortez de là, on replante, on reboise. La terre ne manque pas en Côte d'Ivoire. C'est le système agricole qui n'est pas performant et qui nous oblige à toujours défricher davantage de terre. L'État est la cause de cela. C'est lui qui a décidé en 60 que la terre lui appartenait. Lui, il est né en 60 et il s'arrache. Il s'approprie les terres des anciens. Non, il faut rendre. C'est une affaire de justice pour moi, c'est une affaire d'efficacité économique pour moi. Les titres fonciers, la propriété foncière donne droit au crédit hypothécaire et les paysans pourront avoir de l'investissement. Et là, les investisseurs étrangers qui viennent seulement pour le secteur moderne, l'industrie, le commerce, non, vont s'intéresser aussi à l'agriculture, sans expropriation des terres. Autre point important justement de votre programme, on ne va pas tout voir, tous les points, mais c'est cette question de la souveraineté du pays. Et là, c'est l'économiste, je veux dire, le spécialiste d'économie monétaire qui parle. Vous voulez que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA. Alors, c'est un vieux débat, c'est un vieux débat, professeur. On va aller dans une question claire. Les chiffres disent 13 000 milliards de francs CFA qui sont bloqués, si on peut dire, au Trésor français. Mais cela dit, d'autres économistes, tout aussi éminents que vous, comme Lionel Zinsou, disent que c'est une contrainte nécessaire pour la stabilité de la monnaie, le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. Et d'ailleurs, si les Africains voudraient quitter, c'est à eux de prendre cette décision. La France est d'accord, en 2012, Hollande l'a dit, il a dit que ce débat n'est pas tabou. Oui, il n'est pas tabou, heureusement maintenant, mais pendant longtemps il était. Le jour où je l'ai formulé pour la première fois, combien de chefs d'État n'ont pas été appelés par le président Chirac à l'époque pour demander de me virer du gouvernement? C'est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas tabou. Le cas que vous prenez, l'inflation est maîtrisée, c'est un faux calcul. Sincèrement, l'inflation, si l'inflation était vraiment maîtrisée dans les pays de la zone CFA, on aurait eu un coût de la vie relativement plus faible que dans les pays hors CFA. Or, ce n'est pas ce qu'on constate.
L'inflation est maîtrisée, mais la vie coûte cher ici. Parce que ces taux d'inflation sont statistiquement mal calculés. Quand l'INSEE fait le calcul des taux d'inflation en France, on va inspecter tous les marchés et on a un panier de la ménagère qui contient toutes sortes de produits. Ici, dans la zone CFA, on ne regarde que le marché de la capitale et on prend un échantillon de prix dont près de 60 à 80% sont des prix administrés, fixés par le gouvernement. Alors, comment vous pouvez trouver de l'inflation dans ces conditions-là? Les prix sont maîtrisés, dit-on, mais le coût de la vie est élevé. D'ailleurs, ça se voit dans les produits nationaux calculés en termes nominal. On trouve l'inflation faible chez nous, mais en termes réels, les PIB de tous ces pays-là se portent mieux que chez nous. On dit que... En un mot, oui, on va bientôt terminer. L'autre élément, c'est que la monnaie est stable. La question, c'est de savoir si la stabilité de la monnaie est un objectif plus intéressant que la compétitivité des entreprises et l'emploi que cela crée pour les jeunes. Moi, mon choix est clair. La monnaie n'a d'utilité que lorsqu'elle se met au service de l'économie pour créer des emplois. On a une monnaie stable, soit, mais avec des chômeurs à n'en plus finir. Le Nigeria, le Ghana ont leur monnaie et puis se débrouillent bien. Et ils ont de l'inflation, oui, mais il faut bien gérer son budget. Ce n'est pas la responsabilité de l'État français de discipliner le budget des États francophones africains. C'est la responsabilité des gouvernants africains de maîtriser leur déficit, de maîtriser leur budget, et puis pour avoir une monnaie confortable. Vous, président, imaginons, vous, président, vous prendriez cette mesure, mais c'est quoi? C'est sortir la Côte d'Ivoire du franc CFA ou alors essayer de faire qu'il y ait une autre monnaie commune, parce que, comme les gens disent, ça va à contre-courant. Il ne faut pas une balkanisation monétaire non plus. Alors qu'on est à l'heure où on parle de plus en plus qu'il est nécessaire d'avoir une intégration régionale, que les Africains commercent plus entre eux. Je suis d'accord. La deuxième option me paraît la plus jouable. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne fait pas cavalier seul. Encore qu'en Afrique, sur les 51 ou 52 pays, il n'y a que 14 qui ont une monnaie commune. Ce n'est pas la grande mode. Donc, ce que vous appelez balkanisation n'est que la pratique courante sur le continent africain. C'est la chose la plus efficace non plus, hein. On voit les résultats. Bon, et dans les résultats, les pays qui ont leur monnaie sont plus prospères et plus en avance technologiquement sur le plan de l'éducation, sur le plan du niveau de santé que les pays de la zone CFA. Ça se voit. Mon souci, c'est que nous devenions responsables. Si vous avez une monnaie unique, il ne faut pas faire l'erreur des Européens. Il ne faut pas avoir la monnaie unique et puis 10, 15, 20 déficits différents. Sinon alors, on va avoir le cas de l'Allemagne, la Grèce, l'Italie. Il ne faut pas le faire. Si les Africains sont sincères qu'ils veulent y aller, la monnaie unique va avec un budget unique. Cela va avec un gouvernement unique, c'est fait une intégration, une fédération avec un gouvernement fédéral et des États membres. Ça, c'est l'idéal pour moi. Et donc, quand je plaide pour la fin du CFA, c'est beaucoup moins pour que la Côte d'Ivoire crée sa monnaie que pour que les Africains francophones s'intègrent dans une sorte de fédération, abandonnent les frontières héritées de la période coloniale, la libre circulation sur l'étendue de leur pays, les armées sont mutualisées pour ne pas avoir chacun sa petite bande d'armées qui se lève souvent pour faire des coups d'État, mais une armée qui va protéger les frontières que nous ne savons pas protéger, et puis la population à l'intérieur circule librement. Ça, c'est l'idéal avec cette monnaie. Mais un gouvernement unique, chaque président de République reste chef de son État, et puis on a un gouvernement fédéral, on lève les carcans sur les populations, la propriété de la terre est attribuée à tous, et je peux vous assurer qu'en un rien de temps, l'Afrique s'en sortirait, en tout cas ces pays francophones s'en sortiraient. Merci beaucoup, professeur Mamadou Coulibaly. Je rappelle que vous êtes donc président du parti LIDER, et que donc, comme vous nous l'avez confirmé aujourd'hui, vous vous retirez de la course à la présidentielle en Côte d'Ivoire, mais vous continuez votre plaidoyer pour que les règles soient améliorées en Côte d'Ivoire et qu'on aille vers des élections justes et équitables. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci bien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement avec d'autres candidats à la présidentielle pour ce focus spécial Côte d'Ivoire. À bientôt.